Alors, bienvenue. Oublions un instant tout ce qu'on pense savoir sur les débuts de l'histoire. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un peuple qui, il y a 5000 ans, a tout simplement posé les fondations de notre monde. Ce peuple, ce sont les Sumériens. Et cette histoire, c'est un peu la nôtre à tous. C'est vraiment le point de départ de la civilisation. Une épopée incroyable dont les échos résonnent encore très très fort dans nos vies, souvent même sans qu'on s'en rende compte. Alors tout commence dans un endroit bien précis. Une terre incroyablement généreuse, nichée entre deux fleuves puissants. Et cette géographie, c'est vraiment la clé de tout. Imaginez, une sorte d'oasis de fertilité prise comme en étau entre le Tigre et l'Euphrate, au milieu d'une région qui sinon est plutôt aride. C'était en fait l'incubateur parfait pour une révolution totale dans la manière de vivre. C'est là précisément à cet endroit que tout bascule pour l'humanité. Avec l'invention de l'agriculture, les règles du jeu changent complètement. On passe de la chasse et de la cueillette à la sédentarité, des petits villages aux premières immenses cités. Et c'est là qu'on voit naître les gouvernements, la religion organisée, bref, les fondations même de nos sociétés actuelles. Mais alors, la question se pose, comment on organise ces nouvelles cités, ces sociétés qui deviennent de plus en plus complexes? Il fallait une idée vraiment puissante pour unir tout ce monde et donner un sens à cette nouvelle organisation. Et leur réponse, c'est une idée d'une puissance, mais vraiment redoutable. Ce n'est pas juste un livre d'histoire, non, c'est un véritable outil on pourrait dire de propagande, la liste royale sumérienne. Le concept est aussi simple que génial. Le pouvoir de régner, il vient des dieux. Il est descendu du ciel. Et surtout, il ne peut appartenir qu'à une seule cité à la fois. C'était une idée absolument essentielle pour maintenir l'ordre dans ce monde en pleine ébullition. Alors, comment est-ce que les Sumériens se racontaient leur propre histoire? Comment est-ce qu'ils imaginaient leur passé? Attention, accrochez-vous bien, parce que les échelles de temps qu'ils utilisaient, elles défient complètement l'imagination. Regardez un peu ces chiffres, c'est absolument fascinant. Avant un grand déluge mythique, les rois sont censés avoir régné pendant des durées, mais complètement délirantes. 28 800 ans pour l'un d'eux. Et puis, hop, après cette catastrophe, les règnes redeviennent beaucoup plus crédibles, 126 ans par exemple. On voit très bien la distinction. Les rois d'avant, ce sont des légendes pures, un âge d'or complètement fantasmé. Ceux d'après, ils commencent tout doucement à entrer dans le domaine de l'histoire. Donc, le point crucial, le voilà, la liste royale, ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'idéologie. Elle crée cette fiction d'une monarchie unifiée dans le passé pour une seule raison, légitimer le pouvoir d'un seul roi sur tout le territoire dans le présent. C'est une construction politique absolument brillante. Bon, maintenant, quittons un peu les grandes idées abstraites, les mythes et les millénaires, on va changer d'échelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intime, de plus humain. On va faire une sorte de face-à-face avec le passé. On va rencontrer quelqu'un, à travers le regard d'un homme qui a vécu il y a plus de 4000 ans, et qui, d'une certaine manière, nous regarde encore aujourd'hui. Et le voici. Il s'appelle Ebil. Regardez la finesse de cette sculpture, la préciosité des matériaux. C'est un seul bloc d'albâtre, pur et immaculé. Et ses yeux, ses yeux, ils sont faits en lapis-lazuli, une pierre qui venait d'Afghanistan et en coquillage du golfe Persique. C'est bien plus que de l'art, ça. C'est la preuve d'un réseau commercial déjà mondialisé il y a 4500 ans. C'est fou. Cette citation du Louvre, elle capture parfaitement la magie de cette statue. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que son regard, il n'est pas pour nous. Si on regarde bien, il est incliné vers le haut. Il est tourné pour l'éternité vers le divin, probablement vers une déesse. Et voilà, c'est ça la clé pour tout comprendre. Cette statue, ce n'est pas juste un portrait, c'est son double spirituel. Elle a été faite pour une raison bien précise, être sa présence vivante et permanente dans le temple pour qu'elle puisse prier à sa place pour l'éternité auprès de la déesse Ishtar. Mais il y a un détail sur cette statue qui nous ouvre la porte sur une autre révolution. Peut-être même la plus importante de toutes. Regardez bien sur son épaule. Il y a une inscription. Et cette inscription, elle nous mène tout droit à l'invention qui allait redéfinir l'humanité tout entière, l'écriture. Voilà le fameux cunéiforme. Attention, ce n'est pas un alphabet comme le nôtre, c'est un système hyper ingénieux de signes en forme de clous ou de coins, d'où son nom. Certains signes représentent des idées entières, on les appelle des logogrammes, et d'autres représentent des sons, des syllabes, et c'est cette flexibilité qui est absolument révolutionnaire. Elle permet de tout transcrire, des concepts aussi complexes que la loi ou aussi poétiques que les grands mythes. Et l'évolution de l'idée est d'une logique implacable. Au tout début, c'est simple, on dessine ce qu'on voit. Une tête de bœuf, un épi des blés, des pictogrammes. Ensuite, on combine ces dessins pour exprimer des idées plus abstraites. Mais le vrai
Le véritable éclair de génie, c'est quand on commence à utiliser un signe non plus pour l'objet qu'il représente, mais pour le son de son nom. C'est le principe du rébus, tout simplement. Et à partir de là, les possibilités deviennent infinies. On peut absolument tout écrire. Et cet outil va devenir ni plus ni moins le système d'exploitation de la société sumérienne. Pensez-y, on l'utilise pour enregistrer les transactions commerciales, pour codifier les lois, pour mettre par écrit les mythes et les légendes comme la fameuse épopée de Gilgamesh, et surtout pour gérer l'administration incroyablement complexe d'une cité-État. C'est simple, sans écriture, pas de civilisation complexe. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière partie. Et c'est peut-être la plus surprenante de toutes. On va voir comment ces inventions, qui datent de 5000 ans, résonnent encore très concrètement aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Alors, réfléchissons-y une seconde. La cité-État, ce modèle de vie urbaine et de gouvernance, ça vient d'eux. La loi écrite, ce fondement de notre justice et de l'ordre social, ça vient aussi d'eux. Et même, quelque chose d'encore plus fou, notre façon de compter le temps. Ils ont inventé un système qui peut nous sembler un peu étrange aujourd'hui, un système en base 60, mais qu'on utilise absolument tous les jours. Ce fameux nombre, c'est 60. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi y a-t-il 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure? Et pourquoi un cercle fait 360 degrés? Eh bien la réponse, c'est un héritage direct des Sumériens. Ils nous ont légué, littéralement, leur façon de mesurer le temps et l'espace. Et tout cet héritage, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans notre propre époque, où tout change à une vitesse folle, quelle est la première idée qu'on est en train de créer aujourd'hui et qui pourrait encore définir le monde dans 5000 ans?